Chronolife, Another World. Le nouveau continent le plus chaud est maintenant ouvert. Lorsque vous vous connectez à un autre monde, la première chose qui vous attend est une centaine de millions de nouveaux utilisateurs. Rencontrez de merveilleux compagnons et partez à la conquête de donjons et de boss avec eux. C'est du moins ce que prétendent les développeurs de ce jeu. Alerte système. Un nouveau personnage a été créé. Bienvenue, joueur du roi Jizok. Après avoir entendu la salutation du système, le protagoniste était resté immobile pendant quelques secondes et a regardé au loin. Il ne fait aucun doute que les paysages du nouveau continent sont d'une beauté à couper le souffle. Cependant, quelque chose ne va pas. Pourquoi diable n'y a-t-il personne ici? Où sont passés les 100 millions de nouveaux utilisateurs promis? Et qu'est-ce qu'il tient? Une pelle? Ne pas comprendre ce que les développeurs voulaient qu'il fasse avec ce poste. Le roi Jizok enfonce la pelle dans le sol. À la même seconde, la terre sous ses pieds se mit à briller d'une lumière bleue éclatante. Soudain, un énorme bloc de terre s'envole dans les airs. Une telle performance l'a littéralement pétrifié. Le bloc tombe avec fracas à côté de ses pieds, et Jizok, encore sous le choc pendant un moment, regarda la chose avec perplexité. « Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis trompé de jeu ?» pensa-t-il. Ne sachant pas à quoi d'autre s'attendre de la part de ce fou de terre, l'homme a décidé de donner un léger coup de pelle dans le bloc. Puis il y a eu une petite explosion. Le morceau de terre disparaît sous les yeux de Jizok, apparaissant dans son inventaire au même moment. Il semble que les auteurs de Chronolife aient simplement repris les mécanismes de base du jeu le plus populaire de l'humanité. Voulant voir si la même chose fonctionnerait avec autre chose, Jizok courut jusqu'à l'arbre le plus proche. Et juste au moment où il a frappé le tronc avec la pelle, un morceau s'est détaché de l'arbre et est tombé dans son inventaire. Immédiatement après, le système informait le joueur qu'un nouvel objet d'artisanat était disponible. Dans la fenêtre qui s'est affichée devant lui, l'utilisateur a été invité à fabriquer une chaise à partir d'un seul morceau de bois. Mais est-ce vraiment aussi simple que cela? Il est impossible de créer une chaise en un seul clic. Après avoir réfléchi, Jizok a confirmé l'existence de l'embarcation. Au même moment, une chaise en bois se matérialise devant lui. Finalement, la chaise a été créée et le bloc de bois a disparu de l'inventaire du joueur. S'installant dans son fauteuil, Jizok rit joyeusement et remarque que ce mécanicien est plutôt inhabituel. Mais sa joie ne dure pas longtemps, car très vite, il se rend compte qu'il est seul. Où est-il vraiment allé? Est-ce vraiment Chronolife? Ce jeu n'était-il pas censé être un RPG où l'on tue des monstres et où l'on monte en niveau? Alerte système. Le niveau de compétence en artisanat a augmenté. Le joueur de King Jizok dispose de plus d'objets à fabriquer. Désespéré, Jizok s'est assis sur sa chaise et a ouvert le menu d'artisanat. Quelques objets supplémentaires sont apparus parmi ceux qu'il pouvait créer. Cela signifie que ce jeu a encore un semblant de compétence et de niveau. Aujourd'hui, un homme peut fabriquer une massue en bois, une épée, et même une putain de catapulte de siège. Qu'est-ce que c'est? Et ce n'est pas tout. Dans la liste de tous ces éléments, Jizok a remarqué quelque chose qu'il voulait faire en premier. Après avoir coupé d'autres arbres et rassemblé d'autres matériaux, il choisit le bon plan et commence à placer les blocs aux endroits indiqués par le jeu. Une fois le travail terminé, l'homme expire de soulagement. Aujourd'hui, sa maison est terminée. D'ailleurs, le gameplay s'est avéré moins ennuyeux que ceux qu'il avait imaginé à l'origine. Certes, l'intérieur de sa nouvelle maison laisse à désirer, mais après tout, il s'agit de son premier emploi. Satisfait de lui-même, le roi Jizok s'allongea sur le lit qu'il venait de faire. Ce monde n'était pas si mal, et les lits sont assez confortables. C'est beaucoup plus confortable ici que dans la vraie maison du roi Jizoka. Il fallait s'y attendre. Il vit lui-même dans un petit appartement en Corée du Sud. Les miracles arrivent à ceux qui essaient. Vos efforts ne vous trahiront jamais. Conquérir le moi d'hier. Toutes ces phrases motivantes ont poussé Jizok à travailler jour après jour et ont fini par transformer sa vie en une routine grise et ennuyeuse. Mais aujourd'hui, en entrant dans Chronolife, il a eu l'impression que tous les soucis des jours de travail le quittaient très rapidement. En regardant la pelle qu'il tient dans sa main, Jizok réfléchit aux possibilités qui s'offrent à lui dans ce monde. La maison fait 100 mètres carrés. Ou peut-être une maison à 2 étages avec une cour intérieure. Il peut construire ce qu'il veut et vivre comme il l'entend. C'est alors qu'il s'est rendu compte que ce monde était vraiment beau. C'est ce que pensait Jizok, jusqu'à ce qu'un rugissement bestial retentisse derrière la porte d'entrée. En tournant la tête, il vit un ours-lion extrêmement féroce avec un niveau de dangerosité A se tenir sur le pas de la porte. C'était la première fois qu'il voyait de tels monstres. Alors qu'il se demande ce qu'il va faire, la bête rugit et se jette sur lui. Par miracle, Jizoku avait déjà réussi à sauter de côté et à éviter d'être touché par les griffes du monstre. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait sans perte. Son lit moelleux préféré a été réduit en éclats. Il n'allait pas laisser ce salaud s'en tirer avec une telle insolence. « Tu es un homme mort !» Jizok hurle férocement en pointant la pelle vers l'ennemi. Pour cet ours homoncule qui a détruit la propriété d'autrui,
il paiera de sa vie. Et par sa vie, je voulais dire la vie de Jinsok. Enfant, ne jouez pas avec des animaux prédateurs dans votre maison. Sinon, vous vous envolerez dans la stratosphère, comme cet imbécile qui a décidé de frapper un ours avec une pelle. De toute évidence, Jisok est sorti de son champ de vision et a donné un bon coup de pied à la jambe. Après avoir perdu quelques points d'expérience, il a été immédiatement ramené à la vie. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il était trop faible. En regardant autour de lui, le garçon essaie de retrouver sa maison. À son grand désarroi, il ne reste que des ruines de son petit cottage. Le lit et la chaise sont morts courageusement dans un combat inégal avec le monstre. En larmes, serrant dans ses bras ce qui reste de sa chaise en bois, Jisok tombe à genoux et hurle qu'il suffirait de le tuer. Pourquoi ce satané ours a-t-il dû détruire la maison qu'il avait si difficilement construite? Eh bien, ce salaud reviendra ici tôt ou tard. Jisok ne sait pas encore comment, mais il est certain qu'il se vengera de cet ours sans âme. Cela fait des heures. En parcourant son domaine, le lion-ours aperçut à nouveau une petite maison au milieu d'un champ. Avec un rugissement de satisfaction, le monstre a fait irruption dans la hutte en traversant le mur à toute vitesse. Mais une fois à l'intérieur, l'ours se fige de désespoir. « Bienvenue au club, mon pote. » Jisok chuchota d'un air sinistre en pointant les canons de l'engin de siège sur l'intrus. La seconde suivante, il actionne le levier. Des dizaines de lances acérées transpercent la peau épaisse du monstre. Mais cela ne suffit pas à tuer l'ennemi. Épinglé par des lances comme s'il était la cible d'un jeu de fléchettes, l'ours-lion s'est précipité sur le protagoniste. C'est justement pour cette occasion que Jisok a récemment créé une catapulte. Ce petit ours a beaucoup de persévérance, mais il ne pourra pas encaisser un tel coup. Le projectile se dirigea à grande vitesse vers le visage du monstre, lui arrachant toutes ses dents. Comme prévu, l'ennemi n'a pas survécu à la rencontre entre son crâne et l'énorme rocher. En approchant la pelle du corps essoufflé de la bête, Jisok décida d'abord de s'assurer qu'elle ne reviendrait pas à la vie. Dès que la pointe de la pelle a touché la fourrure de l'ours, une lumière bleue brillante s'est à nouveau formée. La récompense pour avoir vaincu un monstre de niveau de danger A était un morceau de viande, 2 peaux d'ours-lion et 5 os. Et ce n'est pas tout. Dans le menu d'artisanat, le casque brutal maximum et l'armure de lion-ours sont devenus disponibles pour le joueur. Jisok sait maintenant que tuer des monstres est très lucratif, et il décide donc de partir à la chasse. Cependant, il ne se doutait pas qu'il deviendrait non pas le chasseur, mais la proie. À peine a-t-il fermé le menu de l'appareil que l'ombre de quelqu'un lui tombe dessus. En se retournant, il aperçoit derrière lui des hordes de créatures géantes. Leur rencontre s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. C'est ainsi que Jisok meurt pour la 4e fois, puis le 12e. La 49e fois, les monstres ont brûlé sa maison et l'ont renvoyé dans les airs. À sa 118e mort, il commence enfin à douter. Il comprend pourquoi ces créatures essaient de le tuer. Mais pourquoi détruisent-ils sans cesse des cabines en parfait état? Jizoku doit reconstruire ses huttes à partir de 0 après chaque décès. Tout cela me fait penser que ces types essaient délibérément de l'énerver. Puisque c'est le cas, ils n'ont pas du tout obtenu ce qu'ils voulaient. Pensaient-ils vraiment qu'ils allaient mettre Jisok hors jeu de cette façon? Non, ils l'ont suffisamment énervé pour qu'il ne parte pas d'ici. Au fil des ans, il renaît. Mais tôt ou tard, il tue tous ces monstres. C'est ainsi qu'arrive l'heure de la 1000e renaissance. Dans l'espoir de mettre à nouveau en pièces la petite hutte du joueur pitoyable, les monstres sont tombés sur une structure aux proportions monstrueuses. Le bâtiment au sommet élevé était criblé de toutes parts d'armes de toutes sortes. Et sur le point culminant du pic, le personnage principal était assis sur un trône. D'un air menaçant, après avoir expliqué aux monstres qu'ils ne se battraient pas contre lui, le roi Jisok leur a ordonné de lui amener leur chef. Au même moment, il entendit le hurlement d'une bête volante toute proche. La bouche grande ouverte, la créature s'apprête à dévorer sa victime. Tout aussi soudainement, un rayon laser transperça le monstre volant, déchirant son corps en morceaux. Ce coup de feu était un avertissement pour le reste des hostiles. S'ils ne se précipitent pas maintenant, ils seront abattus les uns après les autres. Mais pourquoi reste-t-il immobile et ne bouge-t-il pas? Auriez-vous peur? Demanda Jisok d'un air sinistre, avec un sourire hautain. Ce discours plein d'assurance a provoqué l'apparition d'une armée de monstres. Ils se sont précipités dans la bataille, mais à la même seconde, la plupart d'entre eux ont été abattus par les canons défensifs du château. Certains parviennent tout de même à franchir le barrage de feu. S'écrasant à toute vitesse contre le mur, ils ont commencé à essayer de le percer. Leurs tentatives n'ont suscité que des rires de la part de Jizoka. Il a volontairement laissé certains monstres s'approcher suffisamment pour les brûler au lance-flammes. Le champ de bataille est devenu un véritable enfer. Les restes des monstres, se rendant compte du caractère désespéré de la situation, j'ai commencé à essayer d'échapper à cette canicule. Mais le patron n'a pas apprécié la lâcheté de ces pitoyables imbéciles. Il s'appelle Grand Uris, et c'est le chef des monstres de l'autre monde. Niveau de danger. Goat. Quiconque osait tourner le dos à l'ennemi, il l'écrasait de ses énormes pattes.
Grand Uris est réapparu devant lui, et cette fois, Jizok compte bien l'arrêter pour de bon. De son côté, le chef des monstres lui-même était persuadé que Jizok était sans espoir. Quelle que soit sa taille ou sa carrure, il n'avait aucun moyen d'empêcher Grand Uris de respirer. Chargeant l'attaque, le boss libéra le jet enflammé à pleine puissance. « C'est tout ?» La voix de Jizok se fait entendre alors que le feu s'éteint. Grand Uris a dit plutôt que la hauteur ou la masse de la structure n'avait pas d'importance. Il a dit que rien ne pouvait résister à son souffle. Il ne le pensait que parce qu'il n'avait jamais rencontré quelque chose d'aussi massif que ce que Jizok avait construit. Comparé à ce géant, Grand Uris n'était qu'un petit lézard. Le résultat a été naturel. Grand Uris a été écrasé par un seul coup de poing de ce putain de Décepticon. Grondement, grondement, ça vient, grondement, grondement. Que se passe-t-il dans ce manoir? Comment est-on passé de Minecraft à Gurren Lagann sous stéroïdes? Après avoir vaincu le très détesté chef des monstres lui-même, Jizok a quitté le cockpit de son gunman. Se laissant tomber au sol, le garçon approcha la pelle du torse de la créature morte. De nombreux nouveaux objets apparaissent immédiatement dans son inventaire. 10 pots de Grand Uris, un œil, 2 crocs, un cœur, 6 gouttes de sang et d'autres choses dont vous n'entendrez plus parler. La principale récompense de Jizok dans cette bataille a été l'obtention du titre de Vinzix. Sa renommée commence à se répandre dans l'autre monde. En outre, le dirigeant de l'autre monde a également changé. Grand Uris a été tué et remplacé par le roi Jizok. Les êtres d'un autre monde n'oseront plus défier le nouveau souverain. Mais ce n'est pas du tout la fin. Depuis que Jisoka a le privilège d'être propriétaire, il peut désormais tout contrôler dans le monde de Chronolife. Ce n'est que le début pour lui. Désormais, il peut tout faire. Pendant ce temps, dans le domaine d'un ancien seigneur d'un autre monde, les 7 commandants de Légion avaient déjà reçu une alerte du système annonçant la mort de Lord Grand Uris. Le commandant Doro voulait d'abord envoyer une équipe d'enquêteurs pour vérifier les faits, mais il s'est rapidement ravisé. Le système ne peut pas se tromper, et les monstres doivent donc se préparer à la guerre. Les créatures s'apprêtaient à faire appel à toutes leurs réserves, quand soudain, une puissante vibration retentit. Ils ne pouvaient pas confondre ces pas avec autre chose. Lord Grand Uris est arrivé à son domaine, surprenant ainsi grandement ses serviteurs. Après s'être incliné devant le Seigneur, Doro, le commandant de la Légion, annonce qu'ils sont sur le point d'envoyer leurs guerriers pour se venger. « Vous êtes donc tous réunis, ici ?» Une voix inconnue sortit de la bouche de Grand Uris. En levant les yeux, les commandants de Légion constatèrent que leur seigneur avait un air inhabituel. « C'est donc vous qui m'avez tué et torturé tout le temps? Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, c'est vous qui avez tout détruit, » dit le type à l'appel d'un air effrayant, en ouvrant l'orbite de la machine, en pointant des dizaines de canons laser sur ses victimes. Jizok a constaté que chacun d'entre eux méritait exactement le même sort. Sans même écouter les objections des monstres, il leur ordonna froidement de se taire et d'accepter leur sort. La ressemblance avec le souffle ardent de Grand Uris grésilla le domaine de l'ancien seigneur au même instant. Bientôt, le sol s'est refroidi et le silence s'est installé. Une fois sur Terre, le roi Jisok commence à extraire des minerais précieux. Au fait, voici le commandant de la 7e légion de l'armée Grand Uris, fidèle à Doro. Ce type sera désormais l'animal de compagnie du personnage principal. Demandant au patron s'il est fatigué, Doro lui propose de l'aider. En disant qu'il pouvait le faire lui-même, Jisok a fait remarquer que Doro était plus grand. Comment avait-il survécu? L'homme-bête révéla à son tour qu'il pouvait se régénérer même avec une partie de son corps, bien qu'il devienne de plus en plus petit et faible. Et quand Jisok a dit que dans ce cas, il n'aurait aucun mal à l'achever, Doro a supplié en larmes qu'on l'épargne. Alors qu'il continue à placer des blocs de minéraux sous lui, le protagoniste décide de demander quelque chose au général de la Légion. Il se demandait pourquoi ces types essayèrent de le tuer. En réponse, Doro s'est excusé à plusieurs reprises. En effet, un jour, le Créateur leur a rendu visite et leur a fait une révélation. Après avoir ordonné d'éliminer le roi Jizok, il disparaît. Surpris par une telle histoire, le protagoniste a demandé pourquoi le Créateur voulait se battre avec un utilisateur régulier. Une abeille dans une ruche comprendrait-elle l'esprit de l'apiculteur? Hé hé. Doro murmura d'un air hautain, puis se tut lorsqu'il entendit Jizok dire qu'il était trop suffisant pour quelqu'un qui pouvait être écrasé par un doigt. Quoi qu'il en soit, Doro ne sait pas s'il existe un moyen de rencontrer le Créateur, et il ne peut donc pas non plus en découvrir la véritable raison. D'ailleurs, la bête a également une question à poser à ce stade. « Que faites-vous exactement ?» demande Doro. Le roi Jizok explique en riant qu'il voulait faire quelque chose et qu'il a donc décidé de construire une tour. En pointant le doigt vers le haut, il a ajouté qu'il avait toujours voulu y être au moins une fois. Son objectif est d'aller sur la Lune. Cela a l'air amusant, et n'est-ce pas intéressant ce qu'il y a là-dedans? Doro s'écrie à son tour que cela n'a pas de sens.
le mouvement relatif de l'étoile et l'orbite de la Lune, supporter le poids de la tour qui s'élève, survivre dans le vide de l'espace. Trop de facteurs rendent la chose impossible. Cependant, Jisuk a expliqué que son petit ami pensait de manière superficielle. Il va y aller parce que la Lune s'y trouve. C'est une question de romance. Et puis, ce n'est qu'un jeu, donc son idée de tour va fonctionner. Stupéfait par la stupidité de sa logique et l'ineptie de sa relation de cause à effet, Doro réalise enfin que ce type est un parfait imbécile. Ils sont condamnés. Mais maintenant, la brute n'a d'autre choix que de faire semblant de servir ce crétin de maître. Et lorsque l'occasion se présentera, il ne manquera pas de la détruire. La journée a été bien remplie. Le roi Jizok et son petit camarade ont continué à construire la tour. Doro portait les blocs de minéraux à l'étage jusqu'au patron, et le protagoniste lui-même les plaçait au bon endroit. De temps en temps, il s'arrêtait pour coordonner le dessin de la tour afin d'en améliorer la stabilité. Les jours se succèdent. Une fois, Doro a même failli être emporté par un énorme oiseau qui passait par là. Ah oui, il dormait aussi au sommet de cette tour. Pendant leur sommeil, ils étaient protégés par le golem de feu Grand Turis. D'ailleurs, ces deux-là me rappellent la première fois que j'ai joué à Minecraft. Contrairement à eux, je n'ai jamais réussi à atteindre l'exosphère terrestre. Il faisait déjà froid là-haut, et ils ont dû se fabriquer des vêtements d'hiver. Mais malgré toutes ces difficultés, si l'on y réfléchit bien, ces deux-là sont devenus, au fil des jours de travail ininterrompus, de très bons amis. Tous ces événements n'ont pas pu échapper à l'œil du Créateur. Bien sûr, essayer d'aller sur la Lune lui paraissait également stupide. Mais c'est tout de même quelque chose d'intéressant. Le Créateur ne veut absolument pas décevoir un joueur aussi dévoué. Ainsi, lorsqu'il arrivera sur la Lune, un événement intéressant l'attendra. Bientôt, le roi Jizok atteint son objectif. Doro et son nouveau patron ont enfilé des combinaisons spatiales et ont marché sur la surface de la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour toute la communauté Minecraft. Jizok n'aurait jamais cru qu'il ressentirait un jour une telle chose. Mais Doro est encore plus choqué. Il hurle de joie à plein poumon, n'arrivant pas à croire qu'ils ont réussi. Il est certain qu'ils ont construit une tour de blocs allant de la Terre à la Lune. Ils s'assirent et regardèrent le plus énorme crayon jamais construit dans Minecraft et firent remarquer à quel point il était impressionnant. En fait, Doro n'avait jamais vu une telle chose de sa vie et ne savait donc pas que la vue depuis la Lune était si belle. Le général a remercié Jisok de le lui avoir montré. Une fois sur pied, le protagoniste a suggéré d'arrêter de se reposer et de commencer à chercher des matériaux lunaires. Au même moment, un grondement se fait entendre. « Vous avez fait tout ce chemin pour mourir, racaille de la planète bleue !» grogna menaçant le monstre qui apparaissait devant eux. Cette créature s'appelle un lapin de lune fou de sang. Son niveau de menace est SS. Ce petit lapin a fait preuve de beaucoup de pathos, mais il s'est envolé dans l'autre monde d'un seul coup. Tout ce que ce type a pu faire, c'est effrayer un peu Jizok et son compagnon. Doro n'a même pas eu le temps de s'en rendre compte. Où son patron avait-il trouvé cette chose mécanique? En fin de compte, le lapin a survécu. Levant la tête, il rugit qu'aucune des ordures de la planète bleue ne reviendra vivante. Les sons sortant de sa bouche ont presque assourdi le protagoniste et son ami. Il s'avère que ce lièvre a appelé ses compagnons. Toute cette situation commençait à ressembler à quelque chose qui ressemblait à un problème. Très vite, les lapins entourent les deux amis. Jizok commença à essayer de repousser ses adversaires, mais une seule griffe mécanique ne suffisait manifestement pas. En observant les efforts du chef pour résister à la foule de lapins, Doro se rendit compte qu'il n'était pas préparé à une bataille à grande échelle. Mais le général de la Légion remarqua que ces monstres n'attaquaient que cette personne et ne faisaient pas attention à lui. Comprenant que c'était sa chance, la bête décida de retourner sur la planète. Cependant, lorsqu'il s'est souvenu de la tour, c'est comme si quelque chose l'avait arrêté. Lorsqu'il a déplacé son regard vers la Terre, il se souvient exactement de la personne qui lui a offert cette vue imprenable qu'il n'oubliera jamais. Pendant ce temps, Jisok continuait à se battre contre les hordes de monstres. Soudain, l'un des lapins découvre l'angle mort de l'homme et l'attaque par derrière. Au même moment, un projectile d'une vitesse phénoménale le transperce. Il s'agit en fait de Doro qui, après avoir achevé l'ennemi, atterrit à côté de son patron. Jisok, surpris, dit qu'il pensait que le général de la Légion allait s'échapper. Doro expliqua à son tour qu'il ne laisserait pas son maître seul, car il lui était reconnaissant de lui avoir montré quelque chose de beau. Et avant que la foule de lapins ne se jette sur eux, le protagoniste a dit qu'il aimait l'attitude de son partenaire. Au bout d'un moment, les monstres se sont mis à peser de tout leur poids sur eux deux. Doro pensait déjà que c'était la fin, mais en ouvrant les yeux, il s'aperçoit qu'il est en sécurité. Alors qu'il s'éloignait des monstres à bord de la combinaison lunaire, Jizok remarqua que Doro avait elle aussi goûté à la romance dont il parlait. Il a réussi le test. Il n'y a donc plus de raison qu'il se retienne. Son costume de puissance comporte de nombreux outils qui lui permettront de détruire tous ces lapins mal fagotés. Tendant le bras vers l'avant,
Jisok libéra la puissance de la combinaison sur ses ennemis avec un sourire inquiétant. Quelque temps plus tard. Assis sur la Lune et regardant la Terre, les deux amis font teinter leur verre. Alors qu'ils boivent chacun un verre de la boisson inconnue, Doro a demandé à son patron si c'était là son objectif initial. Jisok a expliqué à son tour que l'idée d'apposer son nom sur la Lune lui est venue au cours du processus. En fait, ils ont passé pas mal de temps à tracer ces lettres. Doro se demandait pourquoi son maître jouait à ce jeu et faisait une telle corvée. Puis, regardant à nouveau la planète, Jisok a expliqué que c'était amusant. Où pourrait-il admirer la Terre en étant assis sur la Lune? Dès qu'il y a pensé, leur admiration de la vue fut interrompue par une sorte d'aura violette. Il s'est avéré qu'une explosion d'une puissance incroyable s'est produite sur le terrain. Une grande partie de la planète d'un autre monde a disparu en quelques secondes. En regardant tout cela, Doro n'arrivait pas à croire que sa planète préférée était presque à moitié détruite. Fermant la visière de la combinaison, Jisok ordonne à son partenaire de rester ici. Lui-même s'est immédiatement précipité dans la direction d'où provenait l'explosion. Tout s'est passé si vite que Doro n'a même pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Qui peut faire exploser la planète? Pendant ce temps, le roi Jisok a déjà atteint la surface. Furieux que ces bâtiments aient pu être détruits, il s'est juré de tuer le coupable. Une fois au sol, il retire sa Power Suite et tenta d'appeler le golem Grand Uris. À son grand désarroi, il ne sentait nulle part le signal du golem. Après avoir couru un peu plus loin, il aperçoit enfin Grand Uris. Plus précisément, il a vu ce qu'il restait de lui. Le golem était encore plus fort que le dernier seigneur de ce monde. Qui avait la force de le vaincre? À peine le jeune homme y a-t-il pensé que des voix se font entendre derrière lui. « Patron, patron, il reste quelqu'un de vivant ici !» dit la voix d'une créature grinçante. Pointant du doigt l'arme dans la main de Jisok, l'homme mystérieux rit. Quel genre de taré se promène ici avec une pelle? Cependant, Urus, qui volait à côté de son patron, a remarqué qu'il marchait lui-même avec un bâton de bois. La différence entre les deux n'est pas si grande. Cet homme possède l'arme personnalisée la plus puissante du monde de Chronolife. Bâton en bois renforcé 99 fois. Mais cela ne dérange pas le roi Jisok. Il voulait maintenant savoir qui était ce salaud et comment il avait osé saccager sa propriété. Eh bien, battons-nous! L'utilisateur le plus fort de Chronolife avec le bâton en bois renforcé plus 99. Il s'appelle Peace. King Jisok ne les reconnaît pas. Il n'a pas encore vu les autres joueurs. En regardant le grand touri cassé, l'homme a compris qu'il s'agissait de l'œuvre de cet énergumène armé d'un bâton. Et puis il y a la tour qu'il a travaillé si longtemps et si durement à construire, pour aller sur la Lune et vivre une véritable histoire d'amour. Tout était fichu et pourquoi faire? Qui est-il après ce qu'il a fait? Manifestement un pervers qui ne porte que des sous-vêtements. Jisok est furieux. Il conseille au pervers de se préparer à répondre de ses actes. Urus, la créature qui accompagnait le garçon, apprécia la plaisanterie sur le pervers et se moqua de son maître de toutes les manières possibles. Le type au bâton sourit, trouvant amusant que Jisok ne sache pas qui se tenait devant lui. Peace avait un long chemin à parcourir, et il avait encore beaucoup à accomplir, mais Jisok le découvrirait bien assez tôt. Peace décolle brusquement et se précipite vers Jizoku. Si le roi Jisok ne sait pas quel genre de personne se trouve en face de lui, il devra payer pour son ignorance. Peace se rapproche de son adversaire pour frapper. L'attaque du bâton de bois était incroyablement puissante, mais Jisok a réussi à l'esquiver grâce à sa combinaison spatiale. C'était très dangereux. Le dernier coup a détruit le moteur gauche. Peace a félicité son adversaire pour sa rapidité. Ce type a beaucoup de comptes à rendre. Il sort à nouveau son nouvel arsenal d'armes extraterrestres. Attaque au missile Luna en action. De nombreux obus de différents calibres se dirigent en une seule salve vers la paix. Ce type a trouvé amusant un titre aussi ridicule. Eh bien, mon adversaire a lui aussi quelque chose à montrer. Peace envoie un uppercut qui soulève les blocs de pierre dans les airs. Jisok voit les rochers approcher et tente d'évacuer d'urgence. Quelques secondes plus tôt, le gars quitte sa combinaison spatiale qui a été touchée. Tombant au sol, il demande de l'aide à sa prochaine création. Le château du roi jaillit des entrailles de la terre. Peace est surpris par l'apparition d'un immense château ambulant. Avec des mouvements brusques, la serrure de King commence à frapper l'endroit où se tenait Peace. Urus était horrifié, son maître disparaissant de sa vue. Pendant ce temps, Doro observe la scène depuis la Lune. Le dinosaure espère que son maître se porte bien. King's Castle presse son énorme main en un seul point. Il ne parvient cependant pas à plaquer son adversaire au sol. Peace réussit un simple gauche pour repousser l'assaut d'une clé de tête ambulante. Jisok n'en croit pas ses yeux. Ce type bloque tout avec un bâton de bois. Il est maintenant temps pour Peace de montrer ce qu'il sait faire. Le pervers grimpe très vite le long du bras du géant. Il est manifestement en train de préparer quelque chose d'incroyable. En un clin d'œil, la paix est au-dessus de la tête d'un château ambulant. Jisok voit son adversaire planer au-dessus de sa forteresse. Frappe descendante. Crier. La paix porte un coup dévastateur. À en juger par l'expression de son visage,
Peace a remarqué quelque chose d'étrange. Une multitude de cubes apparaissent dans l'air. D'abord des dizaines, puis des centaines. Des milliers et des dizaines de milliers de cubes apparaissent dans l'espace. Jizok utilise son outil pour créer une armée entière. Une armée de cubes de toutes sortes. Tout cela grâce à sa pelle. Une barrière d'1 million de cubes a été créée en quelques secondes. Une défense supérieure contre une attaque supérieure. Jizok essaie de comprendre qui est ce type qui possède un tel pouvoir inhumain. Peace est également surpris. Le gamin à la pelle n'est pas intimide. Mais nous devons nous arrêter là. Le pervers est fatigué de jouer avec. Peace franchit la barrière des blocs à une vitesse vertigineuse et s'approche de Jizoku. Pelle contre bâton de bois, la collision est inévitable. Lequel sera le plus fort? Quel propriétaire d'outils l'emportera dans ce combat? La force de la juxtaposition de ces coups était visible depuis l'espace ouvert. La planète entière a tremblé à cause de cette bataille. Des morceaux de terre éparpillés dans toutes les directions de l'espace. Une planète entière a été divisée en deux. Peu de temps après, Urus trouve enfin son maître. Urus était impressionné. Ce type avait réussi à détruire un monde entier. Peut-être que les développeurs auraient dû le construire plus solidement. Soudain, Peace a vu quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir. La pelle brille d'une flamme bleue dans les mains de son propriétaire. Comment Jizok a-t-il pu survivre à une telle situation? Le roi Jisok se tenait sur l'un des morceaux de terre en plein air. Il avait du mal à respirer. L'homme n'a pas voulu abandonner. Il a traité le pervers de tous les noms et l'a encore taquiné. Mais malheureusement, soit par fatigue, soit par manque d'air, Jizok a perdu connaissance. Cette pelle semblait très suspecte. Ce type avait une arme tellement étrange. Il est clair que ce n'est pas un joueur ordinaire. Peace s'est demandé qui il était vraiment. Soudain, une énorme fissure apparaît. 2 personnes en sont sorties, un homme et une femme. Le PDG de Chronolife est Choi Deokbae et son compagnon, encore inconnu. Deokbae n'était pas content que le gars ait encore détruit une autre planète. Peace s'est adressé à l'homme en tant que grand-père et lui a demandé ce qu'il faisait ici. L'homme lui a posé la même question. À ce moment-là, la jeune fille remarque un autre utilisateur inconscient et se dirige vers lui. Tandis que la jeune fille tente de ramener l'homme à la raison, Peace demande si cette beauté est la petite fille du grand-père. En soulevant légèrement l'homme, la brune continue d'essayer de connaître l'état de Jizok. Elle lui demande de faire preuve de plus de persévérance. Après tout, c'est elle qui a travaillé dur, sur le fait de rendre le gars plus fort, même si j'ai dû le tuer tout au long du jeu. Il s'agit d'un service d'assistance très attentionné, ou plus précisément d'un autre développeur principal, Yuri. Le gars comprend à peine ce qu'elle dit, mais c'était très douloureux. Jizok a de nouveau perdu connaissance. Le plus important est qu'il soit en vie. Le reste peut être réglé. Une fille embrasse un homme sur les lèvres. Cela doit être la romance dont parlait Jizok. Quelques instants plus tard, leurs lèvres sont à nouveau brûlées par le vide de l'espace. Faites de beaux rêves, cher utilisateur. Au bout d'un moment, Doro tente de réveiller son maître. En lui donnant une tape sur la joue, il parvient à le réconforter. Jizok se lève brusquement et crie qu'il a été blessé. En se tenant la tête, l'homme essaie de se souvenir de ce qui s'est passé. Soudain, il commence à se souvenir de moments qui se sont produits récemment. Un monde brisé, une onde de choc qui a déchiré la planète. Mais tout cela a disparu. Tout est intact et inoffensif. Doro a joyeusement entouré Jizok de ses bras. Il est heureux de voir son maître en bonne santé. Un peu gêné, il a dit qu'il était en fait inquiet pour lui-même et pour la façon dont il devrait vivre sur la Lune. Si l'on en juge par le fait que Doro était là, cela signifie que Jizok est sur la Lune. Courant nerveusement autour de l'homme, le dinosaure vérifie que tous les membres du Seigneur sont intacts. Jizok se sentait en pleine forme malgré un adversaire très fort. Il se souvient cependant avoir été gravement blessé lors d'une bataille avec lui. Jizok demande à raconter tout ce qui s'est passé après son évanouissement. Doro vous racontera volontiers tout ce qu'il a vu. La première chose qui s'est produite, c'est que la Terre a été divisée en 2 parties. C'est alors qu'une voix inconnue a commencé à sortir d'une énorme fissure spatiale. La silhouette humaine est invitée à rester vigilante et à se calmer. La fille a amené l'homme inconscient directement sur la Lune. Elle a rassuré Doro en lui disant que l'homme allait parfaitement bien et qu'il avait juste besoin de temps pour se rétablir. Elle a utilisé un sort de guérison pour lui sauver la vie. C'était un sort très puissant. Doro demande qui est responsable de tout cela. Est-ce que la créatrice? Est-ce que ce sont toutes ces frasques? Yuria était flattée que Doro se souvienne d'elle. Mais ce n'était pas sa faute. C'était celle de l'autre utilisateur. Player Peace avec le bâton en bois renforcé plus 99. Il a traversé le serveur principal de Chronolife, l'être le plus fort de cet univers. Un autre monde protège les nouveaux utilisateurs, avec un système de barrières qui empêche les utilisateurs du serveur principal d'entrer, jusqu'à ce qu'il soit brisé. Par le bâton en bois renforcé plus 99. Il a brisé la barrière d'un seul coup. Il est retourné dans son monde d'origine, mais la paix reviendra. La paix de ce monde sera à nouveau menacée. Tout cela, Jizok le découvrira à son réveil. Le Créateur attend beaucoup de lui.
Il doit faire ses preuves de tous côtés et accomplir beaucoup de choses. Après avoir terminé son discours, Yuria reconstruit la planète détruite. Une formidable énergie pèse sur les deux moitiés du globe. Tout cela ressemble à la fabrication d'une supernova. La poussière retomba et Doro tenta d'ouvrir les yeux. Sa surprise est indescriptible. La planète a été entièrement restaurée. Doro regarde autour d'elle, mais la créatrice a disparu dès que sa présence n'a plus été nécessaire. La barrière magique a également été restaurée. C'est ainsi que les choses se sont passées pendant que Jizok était dans les vapes. Après avoir écouté attentivement son acolyte, le jeune homme hésite. Ce type est moralement perdu en lui-même. Il était trop arrogant. Être appelé le dirigeant d'un autre monde. Il lui a fait croire qu'il était invincible. Il a trouvé cela plutôt pathétique. Une fois de plus, il ne pouvait rien défendre. Doro rassura le seigneur. Après tout, il avait survécu au combat contre le joueur le plus fort, ce qui signifiait déjà qu'il s'était bien battu. C'est étrange, car le gars n'a fait que bloquer des coups de poing et n'a pas riposté. Tout cela grâce à cette pelle bizarre. Comment a-t-il pu bloquer cela avec elle? Elle était capable de résister à l'arme la plus puissante, mais parce que même un monde entier a été détruit. Jizok a tendu la pelle à Doro et lui a demandé s'il savait de quel matériau elle était faite. Mais Doro n'est qu'un dinosaure. Il ne connaît rien aux minéraux. Mais il a une idée sur la personne qui s'y connaît. Lorsqu'il s'agit de minerais, ce sont les nains qui s'en chargent. Ils vivent ensemble dans la mine de Nelven. Les nains sont doués pour l'artisanat, l'exploitation minière, la fabrication de bijoux. Ils savent tout faire. Si c'est vraiment le cas, Jizok a l'intention de les retrouver au plus vite. Après avoir ouvert la fenêtre d'inventaire, Jizok utilise la compétence d'artisanat. Même si Doro ne sait pas où se trouve la mine, il a un plan pour la trouver. La méthode la plus rapide et la plus éprouvée consiste à effectuer les recherches à partir d'une altitude élevée. En cliquant sur le bouton « Créer », les ressources nécessaires ont commencé à se connecter en un point. Il est temps d'accélérer pour atteindre certains objectifs. Ce pervers de plus 99 qui a détruit sa maison devrait avoir droit à une riposte décente. Et cette fille mystérieuse, elle a juste besoin d'attendre un peu. Attendez qu'il acquiert le genre de pouvoir qu'aucun joueur médiocre ne peut égaler. Personne ne reste impuni. Jizok ne manquera pas de lui rendre l'appareil. Un autre monde, Dark Highland. L'armée de squelettes se bat en supériorité numérique. Ils sont confrontés à 4 joueurs de haut niveau. Un utilisateur détruit plus de 5 squelettes en une seule attaque. Yoahim est un guerrier de 49 LVL. Il est content qu'il y ait beaucoup de squelettes et qu'on ne s'ennuie pas comme la dernière fois. Une jeune fille aux cheveux roux, armée d'un simple bouclier, réduit les os des squelettes en poussière et en cendres. Bouclier de pêche, guerrier 42 LVL. La jeune fille remarque que bien qu'il y ait beaucoup de squelettes, ils sont tous terriblement faibles. Un gars avec des oreilles d'animaux, incitant une fille. Peut-être que c'est facile pour elle parce qu'elle est elle-même un monstre. Foxter est un voleur de niveau 41. La dernière joueuse de l'équipe est Grace, une mage de 45 niveaux. Grace semble penser que le niveau de difficulté a été abaissé spécifiquement pour les nouveaux joueurs. C'était une décision très raisonnable, car si les monstres sont très forts, il ne faut pas s'attendre à un afflux de nouveaux joueurs. Et les joueurs se sont mis à gonfler plus vite que les développeurs ne l'avaient prévu. Se pourrait-il que le serveur soit géré par des amateurs, car récemment, le serveur a même réussi à se bloquer. Foxter pensait que leur équipe était la plus forte du serveur, mais Yoahim trouvait ces mots très présomptueux. Soudain, Grace a remarqué quelque chose. Quelque chose de grand s'approchait d'eux dans les airs. Les joueurs ont surveillé de près l'objet volant non identifié. La visibilité était très mauvaise, mais à chaque seconde, l'objet se rapprochait et sa silhouette était de plus en plus visible. Les garçons espèrent avoir été capturés par un monstre inconnu. Yoahim pense que ce monstre n'a vraiment pas de chance de rencontrer leur escouade pour la première fois. Le groupe est prêt à accélérer l'atterrissage de l'objet et éventuellement à obtenir des résultats spéciaux pour l'avoir éliminé. Pendant ce temps, dans le cockpit de la tête de Grand Touris. Jizok est fou de joie. Ils ont enfin atteint leur destination. Les mines sont presque là. Mais Doro dit que ce n'est qu'une résidence de squelettes. Dans la tête de Grand Touris, Doro n'arrive pas à croire qu'il a accepté l'idée. « Tu ne comprends toujours pas ? Il s'agit de romance, » dit Jizok en souriant largement. Jizok était heureux qu'ils aient réussi à trouver la tête de Grand Touris. À ce moment-là, on entendit un murmure pitoyable. « Tuez-moi !» En regardant par la fenêtre, l'homme a remarqué les utilisateurs en direct en dessous. Il n'était pas seul dans ce monde, après tout. En regardant de haut en bas, il était évident que le groupe était prêt à se battre ou à affronter quelqu'un. Un flash lumineux aveugle Jizoka et Doro. Attaque au sol multiple dirigée contre un objet volant non identifié. Jizok ne s'attendait pas à un accueil aussi chaleureux de la part des autres joueurs. Chaque membre de l'escouade tente d'attaquer la cible à distance, à l'exception de boucliers de pêche. En regardant ses camarades, la jeune fille aux cheveux rouges décida de s'essayer elle aussi à la force.
Elle fit pivoter son bouclier pour le lancer correctement. L'énorme force de rotation associée à la projection la plus puissante devrait briser la défense du monstre du premier coup. Mais le bouclier ne fait que rebondir sur la machine volante de Jizok. Toutes leurs attaques ne sont pas plus puissantes que des gouttes de pluie frappant une fenêtre. Jizok ne comprend pas pourquoi ils sont si faibles. C'est peut-être juste les nouveaux. Après la bataille contre ce type en caleçon, la différence se fait énormément sentir. Doro demande à l'homme ce qu'il va faire de ce groupe de joueurs. Vont-ils les laisser partir? Il n'est pas question pour Jizok de les laisser partir. Puisqu'ils ont attaqué en premier, le gars doit régler ses comptes. Le roi Jizok se tourne vers Grand Turis et ordonne que les agresseurs soient punis. Tirez une volée de coups de canon pour les anéantir. Un groupe de joueurs a remarqué que les mâchoires d'un monstre inconnu commençaient à s'ouvrir. Grand Turis charge son arme pour riposter. En regardant ce qui se passe, Yoahim se sent très mal à l'aise. Beam. 3 membres de l'escouade sont directement touchés. C'était la première fois qu'ils étaient confrontés à une telle situation. Yoahim regarde avec horreur ses camarades vaincus. C'était incroyable. Une seule attaque a permis d'abattre 3 membres de l'une des escouades les plus puissantes. Jizok a vu un survivant. Il vaut mieux qu'il prenne le premier coup. Mais maintenant, il faut tirer sur la cible jusqu'à ce qu'il y ait un coup direct sur la dernière cible. Mecha Mecha et 10 fois plus de Mecha Beams. Grand Turis lance un grand nombre de rayons en direction du dernier aventurier sur son support sciatique ludique. La terre était en proie aux flammes. Il était impossible de voir ce qui se passait. D'une manière ou d'une autre, par miracle, Yoahim réussit à esquiver les rayons mortels. Mais cela n'a pas duré longtemps, et toutes les cibles ont finalement été atteintes. Après l'atterrissage, Jizok et Doro sont sortis pour regarder autour d'eux. Yoahim était inconscient. Même l'épée du fabricant d'armes ne pouvait l'aider à faire face à la menace imminente. Doro ne comprenait pas pourquoi ils avaient atterri, puisqu'il n'y avait personne ici à qui demander le chemin des mines. À moins que Jizok n'ait ressuscité les anciens squelettes et appris d'eux le chemin à suivre. L'idée plaisait au garçon. Cela pourrait très bien fonctionner. Jizok aimerait bien s'essayer à une nouvelle activité. Il a touché des os et des crânes avec sa pelle et en a tiré des matériaux. La première tâche de collecte de ressources a été couronnée de succès. Immédiatement après, une fenêtre est apparue avec la possibilité de créer de nouvelles recettes. Les conditions d'activation étaient très étranges, mais c'était très intéressant. Jizok pourra désormais créer des squelettes puissants en fonction des combinaisons de leurs ressources. Le garçon était impatient d'expérimenter ces nouvelles capacités. D'autant plus qu'il existe des tonnes de ressources pour créer tout ce que l'on veut. Au bout d'un moment, l'homme crée quelque chose de petit et d'osseux. Donc, une autre créature osseuse qui ressemble à un chien. L'homme a appelé son chiot Bengaji, et il a maintenant beaucoup d'autres amis. Doro demande à l'homme d'accélérer et d'arrêter de faire des bêtises. Ils n'ont pas le temps de jouer. Soudain, l'homme s'est intéressé à un autre message du système. Une création spéciale, avec l'opportunité de créer quelque chose de spécial. Comme il a créé plus d'une centaine de modèles uniques, il a eu l'occasion de créer quelque chose d'incroyablement rare. Avec un sourire narquois, Jizok a répondu qu'il avait quelque chose de ce genre à l'esprit. Sans réfléchir une minute de plus, il appuie sur le bouton « Créer ». D'énormes os ont commencé à s'assembler. Jizok et ses amis regardent la scène, la bouche ouverte. C'était quelque chose d'impensable. Le garçon et Doro ont été très effrayés par ce qu'ils ont vu. Au milieu des explosions triomphantes des feux d'artifice, le nouveau serviteur de Jizok apparut. Il salue son maître. Le squelette des 7 étoiles a été créé à l'aide d'une créature épique. Le roi Lich lui-même a prêté serment d'allégeance à Jizoku. Le roi mort-vivant s'agenouille et demande à son maître de lui donner un nom. Doro est paniqué. Cette créature ne l'aime pas du tout. Ce squelette pourrait bien lui causer de gros ennuis. Le roi Lich est le monstre le plus rusé et le plus maléfique qui soit. Il ne se soumettra jamais à personne. Mais Jizok a déjà pris sa décision. Désormais, le nom de cette créature est Pigeduk. Malgré les doutes de Doro, Jizok est satisfait de son nouveau serviteur. Il semble obéissant et il est sûr qu'il se débrouillera bien. Lich remercie son maître pour le nom et demande à connaître le premier testament de son maître. Bien sûr, Jizok demande immédiatement si Pigeduk sait où se trouve la mine de Nelven. Doro voulait dire quelque chose, mais le roi Lich l'a immédiatement interrompu, car il sait vraiment où elle se trouve. Jizok demande à les y escorter immédiatement. Prêt à obéir aux ordres, Lich sort sa dague ensanglantée. Il y a quelques instants, lorsque 2 instruments apparemment ordinaires entrent en contact. Un éclair lumineux illumine les sombres forêts de l'autre monde. Le moment où la planète s'est séparée. Un flux d'énergie sans précédent se précipite dans l'espace. Quelques instants plus tard, le développeur du jeu a rétabli les choses telles qu'elles étaient. De nombreuses personnes n'ont pas compris ce qui s'était passé sur le serveur. Ils ont regardé le ciel et ont vu quelque chose que personne n'avait jamais pu voir. Les utilisateurs ordinaires n'ont pas été les seuls à s'en apercevoir.
Les différents monstres qui peuplent la planète ont également remarqué les signes. Même les habitants des profondeurs marines remontent à la surface, voir l'inimaginable en personne. Certains membres de la famille royale ont été surpris par l'incident. C'était en fait assez amusant. Serait-ce là le message du nouvel hôte d'Another World, utilisateurs et d'autres, ceux qui convoitent la position de dirigeants d'un autre monde? C'était une déclaration plutôt accrocheuse, par tous ceux qui ont été témoins des mots gravés sur la Lune. Il sera connu comme le jour de l'avènement du roi. Revenons à notre héros. Ils sont prêts pour le voyage vers la mine de Nelven. Mais Jizok a oublié quelque chose. Il veut faire quelque chose pour après. Le garçon se retourna vivement et s'adressa au roi des morts vivants. À ce moment-là, la liche cacha sa dague dans son dos. Guy pense qu'il est temps de changer et que les squelettes n'ont plus besoin de se cacher. Le roi Lich ne comprend pas ce que Jizok veut dire. Le garçon explique qu'ils ne peuvent pas quitter ces terres. Après tout, il y a encore beaucoup à faire et Dark Highland a besoin d'être secoué. Pendant ce temps, Lich cache toujours sa dague à l'abri des regards de Jizok. Il propose de rester un peu plus longtemps et d'entamer une affaire importante à ses yeux. Pigeduc ne comprend pas où l'homme veut en venir. Croisant les regards, Jizok demande à tout le monde de se préparer. La sécurité avant tout. King Lich se retrouve immédiatement en uniforme d'ouvrier du bâtiment. Jizok a décidé de construire l'espace de vie le plus sûr possible. Ils peuvent le construire en peu de temps s'ils unissent leurs forces. Leur cible est une tour fortifiée. Vous devez collecter beaucoup d'armes pour que personne ne puisse s'en approcher. C'est à eux de veiller à leur propre sécurité. Tous les squelettes sont enjoués et enthousiastes à l'idée de nouvelles idées. Le roi Lich reste debout, abasourdi par ce qui se passe. Redonnez aux squelettes leurs lettres de noblesse. Au bout d'un moment, le roi Lich jette sa dague. Il l'attrape à nouveau et le balance de toutes ses forces. Pour couper le ruban rouge. La construction de la tour sombre a été cérémonieusement achevée. C'était vraiment un travail magnifique. Jizok a regardé Doro et lui a demandé d'effectuer un dernier test de sécurité. Doro n'était manifestement pas très enthousiaste à l'idée de recommencer. Mais la parole du Seigneur l'emportait sur ses désirs. Visant l'intrus, Doro se tourna lentement vers la tour. En quelques secondes, la cible a été identifiée et détruite. Le test final a été passé avec succès. Jizok peut désormais poursuivre son voyage en toute sérénité. Si un ennemi apparaît et qu'ils ne peuvent pas le maîtriser, ils doivent envoyer un signal laser et s'enfuir. Lorsqu'ils le verront, Jisok viendra sûrement les aider. Après avoir caressé Bayangaji pour lui dire au revoir, Jisok lui a demandé de bien surveiller leur nouvelle maison. Jisok n'a plus de tâches à accomplir ici, et ils vont suivre la mine de Nelven. Ils montent sur la moto et disent encore une fois au revoir à tout le monde. Ce fut une aventure passionnante dans le Dark Highland. Il est maintenant temps de passer à la mission principale. Doro demande pourquoi ils ont changé de véhicule et laissé Grand Turis derrière eux. Jizok a expliqué qu'il était trop lent et maladroit. King Lich ne comprend pas pourquoi il a passé autant de temps dans cet endroit. Doro est également perplexe, car ce n'était pas leur destination principale. Jizok leur a expliqué que c'était amusant et qu'ils avaient passé un bon moment. De plus, ils s'étaient fait beaucoup de nouveaux amis. Le roi Lich réfléchit aux paroles de Jizok. Pigeduc aimerait que cette aventure soit aussi agréable. Jizok s'efforcera de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Et en effet, ils ont passé de merveilleux moments sur la route. Les soirées au coin du feu, marcher à l'air frais. Finalement, ils ont réussi à atteindre la mine. En s'approchant de l'entrée, ils remarquent de grandes poutres de soutien. Tout le passage est éclairé par des lampes de mineurs rouges. À première vue, l'endroit est assez spectaculaire. D'accord, c'est bien beau, mais où sont les nains? D'après les derniers souvenirs du roi Lich, les nains de la mine n'avaient plus donné signe de vie depuis un certain temps. Jisok fut choqué par ce qu'il entendit. Depuis un certain jour, les nains ne sortent plus de la mine. Parmi les personnes qui se sont rendues à la mine pour comprendre ce qui s'était passé, aucune n'est revenue. Doro paniqua en se demandant pourquoi la liche ne l'avait pas dit plus tôt. Le roi mort-vivant répondit qu'il n'avait pas été interrogé à ce sujet. Alors que le groupe réfléchit à ce qu'il doit faire maintenant, quelqu'un l'observe d'en haut. Soudain, Jizok remarque deux personnes qui l'attaquent à distance. Doro et Lich repoussent l'attaque d'inconnus. Des yeux rouges et brillants les regardent avec étonnement. Jizok demande à Pigeduc de vérifier ce qui se passe là-bas. Lich est heureux d'accomplir la tâche qui lui est confiée. Voyant le roi des morts se précipiter agressivement dans le combat, Jizok demande à ceux qu'ils ne soient pas tués, mais simplement capturés. Lich donne 2 fortes gifles aux 2 nains. Jizok a bien vu les attaquants. Ce sont eux qu'il recherche. Le gars trouvait étrange que les nains soient si agressifs. Étaient-ils toujours comme ça? S'approchant de l'un d'entre eux, l'homme commence à le ramener à la raison. Après avoir repris connaissance, le nain conseilla aux étrangers de mettre les pieds dehors. Tous les dwarves présents dans cette mine en ce moment même ont perdu la tête et sont devenus violents. Quiconque entre dans la mine sera tué. Après ces paroles, le groupe décida de regarder autour de lui
et remarqua la présence d'un grand nombre de nains hostiles. Donc, s'ils ont pu ramener ces deux-là à la conscience, il doit y avoir un moyen de faire de même avec les autres. Il est probable que les coups violents portés à la tête les aient ramenés à la raison. Avec un sourire narquois, l'homme a eu une idée géniale. Il existe un moyen très simple et efficace, la physiothérapie. Jizok se tourne vers les nains, il tente de les inciter à attaquer. Et il réussit. Les nains sont furieux et veulent en découdre. La partie commence. 3 contre toute une famille de nains. Lich a immédiatement recours à ses compétences magiques. Il libère de multiples caillots d'énergie noire en direction de l'armée d'adversaires qui s'approche. Doro est un véritable crabe de tête qui entre dans la tête des petits vieux. Et Jizok lance son groupe de résistants à gauche et à droite en utilisant ses points mécaniques. Cela semblait être une entreprise très excitante. À peine a-t-il dit à tout le monde de rester sur ses gardes qu'il ouvre son dos pour attaquer. Jizok repéra son agresseur et repoussa son assaut, au moment même où il fut aidé par le roi Lich. Il ne s'attendait pas à voir Lich à ses côtés. Ils se sont manqués l'un à l'autre, et l'homme a dit qu'il aurait pu le faire seul. Lich n'a pas l'ombre d'un doute à ce sujet. Ce n'était qu'un coup de chance. Observant ce qui se passe, le premier nain qui se réveille demande de ne pas faire trop de bruit. Un tel bruit pourrait réveiller un véritable monstre. Soudain, une énorme patte osseuse franchit les parois de la mine. À cette seconde précise, tout le monde autour de lui s'est figé de surprise. La bête dormante s'est réveillée de son sommeil. Personne n'a jamais rencontré cette créature auparavant, pas même Doro qui connaît tous les grands monstres. Eh bien, les choses ont pris une tournure tout à fait différente. Ils devront désormais se battre contre un adversaire plus puissant qu'une bande de retraités fous. Jizok et Doro se retirent à l'écart pour trouver un nouveau plan. Il s'agit d'un dragon zombie qui a été ranimé par une malédiction. Vous pouvez personnellement lire des informations supplémentaires dans la fenêtre contextuelle. Si cette fonction n'est pas prise en charge, je vous présente mes condoléances. Le monstre ne vous laisse pas le temps de vous préparer et attaque brusquement. Pour des raisons inconnues, le dragon zombie ne poursuit que Jizoka. Doro est très heureux de ne pas avoir à jouer les testeurs et à attirer le monstre sur lui. Il est urgent d'agir, car la situation est en train de dégénérer. Jizok s'élance et appelle Grand Touris. Grand Touris a l'occasion de prouver qu'il n'est pas aussi inutile qu'on le dit. Le monstre hostile est prêt à se battre. La bataille des géants est donc sur le point de commencer. Chaque adversaire a l'air intimidant, mais Grand Touris n'a pas l'habitude d'être méprisé. Il allume son moteur et tente de prendre de l'altitude pour poursuivre la bataille des regards. D'un mouvement brusque, le dragon zombie abat l'hélice et pose ainsi une tête sur le sol. Le monstre saisit la tête de Grand Touris avec ses pattes. Il semble que ce combat se terminera par une défaite pour l'homme vert. Doro ne peut pas contrôler Grand Touris. Ses mouvements sont raides. Il a besoin de son corps maintenant. Jizok entend la demande de Doro. Mais il ne sait pas encore comment l'aider, car il ne dispose pas des ressources nécessaires. Soudain, il se souvient d'une caractéristique intéressante. Il peut créer quelque chose comme ça à partir d'os. Soudain, une forte lueur apparaît à l'endroit où se trouvait la tête de Grand Touris. Le dragon zombie continue de fixer l'éclair de lumière avec incompréhension. Le monstre a vu quelque chose d'incroyable devant lui. Jizok a de nouveau créé un objet en utilisant la compétence de fabricant d'os. Cette fois, il s'agit d'une créature légendaire et le nombre d'étoiles est impressionnant. Un énorme crâne Grand Touris d'un niveau incroyablement dangereux apparut devant le pauvre dragon zombie. Par peur ou par confiance, le monstre poussa un cri perçant. Grand Touris a effectué une attaque frontale avec sa tête. Le monstre a immédiatement perdu connaissance. Après quoi, Bon Grantarius lança son adversaire au-dessus de lui avec sa queue. Jizok surveille la situation de près et ordonne que ce monstre soit achevé. Grantarius lève la tête et ouvre grand sa gueule. Il rassemble assez d'énergie pour une dernière attaque. Mechapo à tête de mort. Un coup direct sur l'ennemi. La puissance d'une telle attaque vaporise pratiquement le dragon zombie. Le faisceau continue de détruire tout, ce qui se trouve sur son passage. Tout le monde regarde ce spectacle incroyable. Parmi les personnes présentes, il est clair que personne n'a jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Jizok est également satisfait. Peut-être que ce monstre était la raison de toutes ces mystérieuses disparitions. Les spectateurs rassemblés à l'extérieur regardaient eux aussi l'énorme pilier d'énergie clouant la montagne ancienne en travers. L'un d'entre eux pense qu'ils ont réussi à le battre. « Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ?» demande l'homme aux cheveux gris à son professeur. L'homme sort une feuille de papier et la froisse. C'était une très bonne question. Le contrat n'étant plus valable, l'homme l'a jeté. Cet homme est un requin nommé Heart Eater. Et son assistante est Rome. On dirait qu'il devrait maintenant prendre contact avec un idiot. Bientôt, le bruit dans la mine de Nelwen s'est calmé. Les nains qui avaient repris leurs esprits commencèrent à fêter leur libération tant attendue. Ils s'approchèrent de l'œil du dragon zombie vaincu. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils étaient dirigés par quelqu'un comme lui. C'est tellement humiliant. Pendant que les palais inspectent les restes du monstre, Jizok demande à Doro s'il a trouvé quelque chose d'intéressant. En disant qu'elle était vide,
le petit homme bête remarqua qu'il se passait quelque chose d'étrange ici. Il n'était pas censé y avoir ici un monstre qu'il ne connaissait pas. C'est la première fois qu'il voit celui-ci. L'un des nains m'a alors raconté que la créature était soudainement apparue dans la mine un jour. Le gardien de la mine Kim les a remerciés de tout cœur en disant que des rumeurs lui étaient parvenues comme si ces hommes les avaient sauvés. Après s'être serré la main, le roi Jisok et le nain à la barbe verte se présentent l'un à l'autre. Saisissant l'occasion, le personnage principal demande quelque chose au gardien de la mine. En lui tendant sa pelle, il s'enquiert du matériau dont elle est faite. Lorsque le vieux nain a pris l'objet dans ses mains, tout le monde a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un véritable maître en la matière. Cette texture, ces courbes. Il a instantanément analysé l'essence de cette merveilleuse petite chose. La réponse qu'il a donnée à cette question a choqué toutes les personnes présentes. Il n'a aucune idée de ce qu'est cette pelle ou de ce dont elle est faite. En réalité, il ne sait rien de ce minéral. Il a trouvé cela fascinant. Alors, après avoir dit au revoir à ses sauveteurs, Kim a décidé de s'enfuir avec la pelle. Ce n'est qu'au bout d'un moment, réalisant ce que ce vieillard s'apprêtait à faire, que Jisok l'attrapa par la barbe, furieux, et lui cria de ne pas se précipiter comme ça. Au bout d'un certain temps, le roi Jisok démontra aux nains les capacités de cette pelle. Après avoir construit une grande fontaine en forme de dragon zombie, il soulève la pelle et demande à nouveau si quelqu'un sait ce qu'est le minerai. Le gardien de la mine lui répond à nouveau qu'il n'en a aucune idée, mais qu'il n'est pas contre l'idée d'accepter l'objet en cadeau. Laissant passer ces paroles, Jisok se demanda ce qu'il devait faire ensuite. Il voulait toujours savoir de quoi étaient faites ses armes, et il demanda donc au roi Lich s'il savait où se trouvait le meilleur endroit pour obtenir des informations dans l'autre monde. Pigeduc a conseillé à son tour de se rendre sur la place de lancement. Étant donné que c'est là que les utilisateurs commencent le jeu, il est probable qu'il y ait beaucoup plus d'informations différentes à cet endroit également. Cependant, Jisoka fut surpris par l'existence d'une rampe de lancement dans ce monde. Il apparut d'abord au milieu du terrain. D'où vient donc cette ville initiale? Rim, cet idiot est-il déjà arrivé? Demande Heart Eater à son assistante, en se promenant sur le marché de la place de lancement. À sa suite, Rim a raconté que l'idiot avait promis de venir après avoir accompli toutes ses tâches. Leur conversation est interrompue par les cris de quelqu'un qui attire toute la foule. Montrant aux gens un tract sur lequel est dessinée la tête d'un cerf-volant mécanisé, l'homme a demandé à tout le monde d'écouter attentivement. Yoahim a expliqué au public que ce monstre était incroyablement fort. Si elle est laissée à elle-même, cette créature transformera un autre monde en désert. Pour les autres, entendre l'escouade de Yoahim demander de l'aide a été une surprise. Dans ce cas, l'affaire est vraiment sérieuse. Tout ce spectacle amuse l'usurier. En marchant le long de la file de chevaliers, il remarqua que tout le monde était très énergique aujourd'hui. Au même moment, il entend une voix familière. « Yoahim, tu es sûr de toi ?» demande la femme sur un ton badin. Si c'est le cas, le combat contre ce monstre sera très amusant. Dès que la femme a dit cela, les rangs des chevaliers se sont mis en mouvement. Tout le monde sur la place a immédiatement reconnu le motif de l'armure des soldats. Les gardes du palais royal font maintenant les 100 pas devant. Les membres de la guilde divine se sont rassemblés ici. En plus d'eux, des guerriers vêtus de rouge traversaient également la place. Leur cape rouge ornée de croix blanches indiquait qu'un groupe d'élite composé des 10 plus puissants chevaliers sacrés était arrivé ici. Il s'agit de la guilde Crossing the Line. Un groupe de mages parmi les plus puissants de la cour royale n'était pas en reste. Ils appartiennent à la guilde de Terre Sainte. Valbindan, la guilde des voleurs vertueux, a également pris sa place. Et pour compléter ce défilé, l'organisation la plus puissante de l'autre monde est arrivée. La guilde de la justice. Le rassemblement des 5 guildes en un seul lieu forme une nouvelle structure. L'Alliance des guildes mondiales est une autre branche mondiale. Le commandant actuel de cette organisation est Madame Hawk. Le discours de Yoahim et de sa troupe attire son attention. Yoahim devra donc escorter MLL Hawk et la guilde mondiale jusqu'à l'endroit où ce monstre est apparu en ce moment même. Au même moment, quelque part dans la mine de Nelwen. Le roi Jisok a prévenu son partenaire qu'il devait se déconnecter maintenant pour faire une petite pause. À son retour, il prévoit de se rendre directement sur la rampe de lancement. Appelant Kim auprès de lui, le jeune homme lui demande s'il peut s'occuper de la mine en son absence. Le vieux nain l'avertit qu'il serait probablement en train de boire et de tourner au ralenti depuis le temps qu'il vivait sous l'oppression du monstre. Se disant désespéré, Doro demande au nain ce qu'il a dans son sac à dos. C'est alors que Kim a sorti le Diamondium et a expliqué qu'il allait le vendre sur la place. Et c'est Jisok qui obtiendra le plus gros pourcentage de ce marché. Naturellement, c'est en remerciement pour avoir sauvé les nains de l'emprisonnement. Après avoir négocié avec le gardien de la mine, le protagoniste a quitté le jeu. Il laisse au roi mort-vivant le soin d'assurer la sécurité de la vieille Kim et du Diamonium. Avant que Jisok ne disparaisse définitivement du monde du jeu, tous les nains lui ont fait de chaleureux adieux.
Il les salue à son tour, sourit et promet de revenir dès que possible. Alerte système, vous avez été déconnecté du jeu. Le roi Jizok, avec le même sourire sur le visage, était allongé sur son lit, la main levée. De retour à la réalité, il soulève lentement les lunettes du casque VR. Il resta encore un moment allongé, fixant le plafond d'un air mécontent. Chaque fois qu'il revient d'un match, la réalité le frappe de plein fouet. Après être resté assis un peu plus longtemps, le garçon eut très faim. Après s'être préparé un curry, il s'est assis à la table et a allumé le journal télévisé. Comme d'habitude, Chronolife. Another World a été en tête des classements de popularité dans les médias. Selon les médias, ce matériau rare, qui fait l'objet d'une pénurie, a récemment suscité un vif intérêt dans le monde entier. Ce minéral est appelé diamondium. Le diamondium n'a pas été mis sur le marché depuis un mois. En raison de l'importance des échanges, le prix a été multiplié par 10 par rapport au prix initial. En entendant cette nouvelle, Jizok s'est souvenu que c'était le minerai que le vieux Kim allait vendre. Dans ce cas, il va gagner un peu plus d'argent que prévu. Dès qu'il y a pensé, le journal télévisé a annoncé que le prix du marché du diamant était de 100 millions de won par kilogramme. Sous l'effet de la surprise, l'homme a même recraché le curry qu'il venait de mettre dans sa bouche. Il ne s'est même pas rendu compte que pendant tout ce temps, il était littéralement assis sur une montagne d'or. Pendant ce temps, dans la petite maison d'hôte de la ville initiale, Rome était vraiment énervé par le fait que cet idiot était si en retard. Et s'il ne vient pas du tout? Cependant, Heart Eater est persuadé qu'il va venir parce qu'il déteste perdre plus que la mort. Il n'en reste pas moins que cet idiot est l'idiot numéro 1 au monde. « Oh là là, ce n'est pas très gentleman, n'est-ce pas ?» murmure soudain l'usurier en souriant. Au même moment, une sorte de grondement se fit entendre au centre de la ville initiale. Alerte système, connexion à un autre monde. Après cette annonce, la silhouette d'un guerrier inconnu commença à se former au centre de la place bondée. Cette personne est le numéro 1 selon la définition du système. Son armure d'or, ses cheveux roux et la couronne de pierre violette qu'il porte sur la tête. Toutes ces caractéristiques le distinguent de la masse grise. Le meilleur guerrier de l'Eveling est de retour. Peu de temps après, la maison d'hôte. Souriant d'un air bon enfant, l'usurier fait remarquer que cela fait un moment qu'ils ne se sont pas vus. D'accord avec lui, le guerrier de haut niveau a demandé à Heart Eater comment il se débrouillait. Des rumeurs l'ont récemment informé de la mort du dragon zombie. Le guerrier endurci voudrait s'en occuper lui-même, mais il semble qu'il soit trop tard. Tandis que Rim versait avec irritation du thé pour son invité, Heart Eater commença à parler de ce garçon qui avait tué le dragon zombie. Il semble avoir pris possession de la mine de Nelwen après ce combat. Après avoir battu Rim, le guerrier endurci a demandé à se rapprocher de l'action. « Vous allez m'envoyer pour l'éliminer ?» demanda-t-il en prenant une gorgée épique de son thé, avant de s'effondrer sur le sol et de hurler de douleur à cause de sa langue brûlée par la boisson chaude. Pendant ce temps, jetant une sorte de drap sur le type allongé sur le sol, Heart Eater lui a demandé s'il acceptait la nouvelle demande. La feuille est tombée en plein sur le visage du guerrier de niveau hardcore. Sa mission sera de trouver celui qui a pris possession de la mine de Nelwen et des lugubres hautes terres. Le guerrier endurci devra alors faire ce qui est prévu dans les conditions du contrat. En même temps, dans la mine de Nelwen, soudain, le maître de ces terres est revenu dans le jeu. Mais pourquoi si vite? Cela ne fait même pas 2 heures. En apparaissant dans l'autre monde, le roi Jizok a dit qu'il devait se dépêcher. Aujourd'hui, leur chemin se dirige vers la place de départ. Le vieux Kim ne s'attendait pas du tout à ce qu'il vienne, et c'est donc en tenue de sieste qu'il s'est présenté à lui. Enthousiasmé par ce qu'il vient d'entendre aux informations, Jizok demande au nain si Diamondium va bien. Tout était prêt, et le gars a annoncé qu'ils partèrent maintenant. Personne n'a compris à quoi servait cette ruée. Jizok avait une fois de plus laissé son fidèle roi Lich à la tête de la mine. Il a choisi le garde le plus intelligent et le plus fort pour garder une installation stratégique aussi importante. Remarquant que l'homme était un peu trop pressé, Pigeduk a fait remarquer que le prix du diamondium était apparemment assez élevé. Après tout, ils se trouvent à proximité d'un haut plateau sombre. Tout le monde sait que le diamondium n'est pas très fréquent, même dans des endroits aussi riches en minéraux. C'est pourquoi le roi des morts vivants lui a rappelé qu'il n'était peut-être pas prudent de livrer autant de matériaux précieux. Vous avez besoin non seulement d'une bonne sécurité, mais aussi d'un moyen de transport fiable. Après avoir réfléchi à ce qu'ils utiliseraient pour transporter un tel amas de diamondium, la Liche et son maître parvinrent à un consensus. Quelques minutes plus tard, toute l'expédition est installée dans le véhicule improvisé à partir de la tête de Grand Turis. L'idée de Pigeduk s'est avérée très ingénieuse. Ils ont simplement détaché la tête, ce qui a permis de résoudre tous les problèmes de sécurité. En outre, ce moyen de transport est non seulement pratique, mais aussi assez rapide. Et tandis que Jizok faisait fièrement l'éloge de Grand Turis, le son d'une corde d'arc se fit entendre tout près. La flèche s'envole à une vitesse phénoménale, elle a ensuite percé la roue de la machine.
L'impact a été si puissant qu'il a projeté Grand Turis en l'air, plongeant Jizok et tous ceux qui l'accompagnaient dans la stupeur. L'armée de la Guilde mondiale devint visible au sommet de la colline la plus proche. Et la personne qui a tiré cette malheureuse flèche était Madame Hawk. Grand Turis se retrouve entouré d'une zone ouverte. Pour Hawk, c'était le cadre idéal pour commencer sa performance. En pointant vers le ciel une flèche munie de TNT, la femme annonce une attaque en règle. Dès qu'elle a relâché la corde de l'arc, un éclair rouge vif est apparu dans le ciel. Cela s'est avéré être le signal pour le reste des troupes. La guilde divine menée par son commandant attaqua en mêlée. L'escouade de la guilde Crossing the Line avec Mad Soo-hyang à l'avant-garde servira de soutien. Et bien sûr, pour créer un effet de surprise, le monstre sera également attaqué depuis le ciel. Bibidi Babidi Boo et sa guilde de Terre Sainte s'en chargeront. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle ils sont venus ici. Après avoir donné des ordres à la plupart des troupes, Madame Hawk s'est également lancée dans la bataille avec les hommes de sa guilde. L'alliance des guildes mondiales avait complètement encerclé Grand Turis. En regardant par la fenêtre de sa voiture, Jisok n'arrive pas à comprendre qui sont ces types. Mais cela n'a plus d'importance. Sans avoir l'intention d'y regarder de plus près, le gars a activé le rayon du Mecha Mecha. Cependant, Madame Hawk s'attendait à une telle action. Avant que Grand Turis n'attaque, la femme a ordonné de suivre le plan A. De ce fait, tous les soldats ont réussi à esquiver et à contre-attaquer. Les commandants de guilde n'étaient pas en reste et se sont précipités sur les lignes de front. Bibidi Babidi Boo a remarqué que certaines informations sur le monstre correspondaient au rapport des joueurs qu'il avait rencontrés. D'ailleurs, le perdant Yoahim est également présent dans cette bataille. Passant devant tous les commandants et toutes les escouades, il a sauté directement sur la coque de Grand Turis. Brandissant son épée aussi fort qu'il le pouvait, il tenta de percer l'œil du monstre. Mais lorsque sa lame entra en contact avec l'œil, il y eut un tintement de vert suspect. Bientôt, n'ayant pas réussi à percer l'œil de l'ennemi, Yoahim aperçoit la silhouette d'une personne de l'autre côté de l'œil. Se collant à la vitre, Jizok se mit à le fixer avec haine. Il ouvre alors brusquement le compartiment vitré du Grand Turis, projetant Yoahim dans la coque de la machine géante. En voyant un joueur comme eux, l'armée de la Guilde mondiale s'est figée. « Sale voleur !» Le roi Jizok rugit de colère. Levant le pied, il a crié encore plus fort qu'il n'était pas question de leur donner son diamondium. Au même moment, un énorme pied mécanique sort de sous la tête de Grand Turis. Quand le gaz a commencé à donner des coups de pied dans la coque de la machine, le pied mécanique, répétant les mouvements derrière lui, commença à piétiner les ennemis un par un. Ne comprenant toujours pas ce qui se passe, les commandants et leurs troupes tentent de fuir le champ de bataille. Cependant, la panique générale a été évitée par le chef de la guilde des voleurs. Les soldats et leurs commandants ont été stupéfaits en voyant le joueur. Ils ne savaient pas s'il s'agissait d'un ami ou d'un ennemi, et ils hésitaient. Aujourd'hui, cependant, elle est devenue douce. Ce salaud les avait attaqués, et était donc devenu officiellement leur ennemi. Très vite, les chefs de guilde ont rassemblé leurs idées. Ensemble, ils se sont lancés dans une attaque combinée, se soutenir mutuellement et réduire rapidement la distance avec la cible. Alors que Jisok pensait que tout était fini, une voix inconnue se fit entendre. Premier style de maniement de l'épée, un éclair de lune. Après avoir prononcé ces mots, le guerrier de haut niveau a découpé la plupart des soldats de la Guilde mondiale sur le terrain. Devant une telle performance, Jisok et les autres se sont figés de stupeur. Pendant ce temps, l'épéiste aux cheveux rouges avait déjà atterri à côté de lui. En s'approchant de lui, l'étranger lui a demandé s'il était le gars à la pelle qui avait pris le contrôle de la mine. Regardant le rouquin avec méfiance, Jisok se demanda s'il avait raison. Puis, frappant sa pelle avec son épée, l'irréductible guerrier niveleur prend la parole. « Cher client, laissez-moi vous accompagner en toute sécurité.